Salut à tous, bienvenue dans le salon tactique spécial Coupe du Monde de rugby, huitième épisode avant ce match entre la France et l'Italie. Bienvenue aussi dans ma chambre d'hôtel, alors que vous voyez c'est du direct, oui, priorité au direct comme on dit, puisque Yannick Bru est en train de s'asseoir, c'est la première info de la soirée. On est en veille de match entre la France et l'Italie, un match très important pour les hommes de Fabien Galtier. Le casting, vous le connaissez, vous les voyez, Alexandre Bardot sur la gauche, l'homme qui a la crève 8 mois sur 12. Comment ça va Alexandre aujourd'hui? On est en forme? Enrhumé, comme tu l'as dit. Mais il y a un truc qui m'a rassuré, c'est qu'on a vu que Yannick il était en jean. Oui, Et non pas pas comme comme il je est arrivé une faisais. mésaventure à Ouais, un spécialiste du climat récemment. Sa caméra est tombée et s'est retrouvé en caleçon à l'antenne. Voilà, tout va bien. c'est c'est pour ça que je ne bouge Je pas, ne moi, te demande pas personnellement. comment tu es habillé, Geoffroy. Non, je ne bougerai pas de l'émission. Et Yannick Brul, notre consultant, manager de l'Union Bordeaux-Bègles. Yannick, j'avais dit avant le premier match que tu n'avais jamais gagné contre la Nouvelle-Zélande, mais tu n'as jamais perdu non plus contre l'Italie. Ah, Yannick, on t'entend pas, je pense que... Attention. Ah, tu Ok, nous entends, Yannick? pardon. Ouais, désolé, Ouais. salut à tous. Ça va? Ouais, Ça va? je te remercie d'avoir toujours des stats sympas. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont perdu souvent contre l'Italie, je pense. Ça reste Hmm. une stat marginale. Donc, ouais, c'est quand même plus facile d'être invaincu contre l'Italie que la Nouvelle-Zélande. T'as joué deux fois, c'est ça, toi? Ouais, 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 je En crois plus que que ça. j'ai fait 2 tournois, plus que ça contre l'Italie, ouais. Ouais. J'ai joué 2 fois et je suis dans la si vous regardez la fameuse pub, pas faire de faute, pas faire de faute, pas faire de faute, pas faire de faute, c'est moi qui suis en face de la porte et qui hoche la tête comme ça 14 fois. C'est un bon Ah souvenir bon? contre l'Italie. C'est un bon souvenir, je me revois par moments. Un moment très agréable, on imagine, ouais. Ouais. Messieurs, on va avancer aujourd'hui 3 thèmes pour, ce salon tactique. Les compositions d'équipe et ce que ça va engendrer. Il y a des choix importants pour, les 2 formations. L'Italie, à quoi s'attendre de cette équipe d'Italie, puisqu'elle est capable de montrer du bon, du moins bon. Une équipe un petit peu aux 2 visages. Et le troisième thème, comment mettre la pression sur ces Italiens qui, on le rappelle, restent sur une, catastrophe, une défaite 96-17 contre la Nouvelle-Zélande. Tout simplement, pour commencer, j'ai envie de vous demander ce que vous attendez de ce match et rapidement, sans rentrer vraiment dans le détail, quelles sont les clés de la rencontre demain à Lyon. Yannick, on va commencer par toi. Mais ce qu'on attend de ce match, c'est qu'on le gagne, puisque on sait que sur un scénario improbable, on pourrait être sorti de cette Coupe du Monde. Donc, comme l'a dit, je crois que c'est Laurent Labitte, ça reste un match éliminatoire à la vie et à la mort. Donc, ce qu'on attend d'abord, c'est qu'on le gagne. A priori, je vois pas comment il pourrait en être autrement. Voilà, maintenant, on sait que l'Italie, en bon latin, qui ont un petit peu surjoué leur préparation de match face à la Nouvelle-Zélande, seront dans la réaction parce qu'ils ont été humiliés. Et quand on est humilié et qu'on est latin, il y a toujours une forme de réaction. Ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Le deuxième élément, c'est que incontestablement et inconditionnellement, on est plus fort qu'eux. Je pense que les mêmes causes vont produire les mêmes effets contre la France, vu le profil attaquant, et on en reparlera de cette équipe d'Italie. Donc je vois peu ou prou les Français appuyer aux mêmes endroits que l'ont fait les Néo-Zélandais, la zone de ruck par moment, les phases statiques à d'autres moments. Et troisièmement, il y a quand même une petite incertitude sur ce match, cette composition d'équipe où Garbisi va être titularisé en 12, Capozzo à l'arrière. Donc peut-être un changement de tactique à attendre des Italiens. Pour moi, ça sera une des interrogations du match. Mais comme je vous le disais avant, avec ce paquet d'avant, justement, je ne vois pas comment l'Italie pourrait rogner sur le jeu de possession et d'attaque parce que dans l'épreuve de force, ils vont vraiment souffrir, même s'ils ont changé une grosse partie de leur 5 de devant pour ce match. Et toi, Alex? C'est vrai que depuis 10 jours, là, on joue un peu à se faire peur. Enfin, on se dit, et si la France sortait, enfin, toujours, il y a cette petite idée qui est présente c'est normal parce que c'est une sorte de huitième de finale, mais il faut quand même dire qu'il n'y a rien, aucun indicateur dans le parcours de l'équipe de France depuis 3 ans qui permette de penser que cette équipe-là peut passer au travers d'un match comme celui-là. L'équipe de France depuis 3 ans,
J'ai pas le souvenir en tout cas qu'elle ait pris un adversaire de haut. J'ai pas le souvenir qu'elle soit totalement passée au travers. J'ai pas le souvenir qu'elle ait, durant tout un match, cédé à la pression ou qu'elle se soit effondrée mentalement. Donc voilà, je pense que si cette équipe elle est disciplinée plus qu'à Rome, si elle génère des turnovers comme elle sait très bien le faire et comme l'Italie permet de le faire, si elle est forte en conquête, aussi forte que l'ont été les All Blacks, mais finalement aussi forte qu'elle peut l'être, notamment sur l'exercice de la mêlée, et si elle a des lancements de jeu propres, on sait contre les Italiens, ça a souvent très bien marché. J'ai revu quelques images, il y a eu des super bons lancements de jeu qui ont permis de marquer des essais face aux Italiens au cours des 4 dernières années. Voilà, je pense que ce cocktail-là peut permettre à cette équipe de France de passer facilement. Et encore une fois, aujourd'hui, je ne vois pas de signaux permettant de penser que l'équipe de France est en danger face à cette équipe d'Italie ou en danger d'élimination. Pour ce match, messieurs, il y aura quelques changements puisqu'Antoine Dupont n'est pas là et justement l'interrogation c'est de savoir comment cette équipe de France va jouer sans son capitaine. Il y aura la meilleure charnière du monde, en tout cas la meilleure charnière de l'UBB puisque ce sera Mathieu Jalibert et Maxime Lucu qui seront titulaires demain pour ce match. En troisième ligne, on en avait parlé un petit peu, ce sera Aldridge Long et avec évidemment le capitaine Charles Olivon. À quoi faut s'attendre avec cette charnière Maxime Lucu et Mathieu Jalibert? Ça ne sera pas tout à fait pareil. Maxime Lecu n'a pas forcément l'habitude, lui, de débuter les matchs, mais c'est un joueur dont notamment on a inventé les qualités de jeu au pied cette semaine. Ouais, Oui, Yannick, vas-y. sur, Fais court. ouais, sur Max, déjà, il y aura beaucoup de complicité entre les deux joueurs. Donc, je pense qu'il y aura du lien qui va se retrouver naturellement. Et Max Lucu, donc ses points forts, c'est son approche tactique des matchs et son leadership global sur une équipe. C'est vraiment un neuf qui cornaque ses avants, qui transmet sa grinta. Bon, c'est un très bon joueur forcément, mais plus spécifiquement dans son jeu au pied, il a un jeu au pied très long. Peut-être c'est un domaine dans lequel en tout cas il rivalise avec Antoine Dupont parce que il est très précis, il a un jeu au pied très long et dans les stratégies de l'équipe de France qui devraient être celles qu'on attend face à l'Italie, il aura un rôle essentiel, je pense. Ouais, moi j'ai voulu aborder ce thème-là parce qu'il y a une question qui se pose quand on discute avec les gens qui sont un peu extérieurs au rugby ou qui suivent ça un peu de loin, c'est mais comment on fait sans Dupont? Et je trouve que c'est une vraie bonne question. Et surtout comment on attaque sans Dupont. Pourquoi? Parce que Dupont, il prend, le jeu tourne autour de lui, et notamment autour là je parle du jeu offensif, notamment autour de ses prises d'initiative. Il y a quelques stats depuis le début du mandat Galtier. Dupont, c'est 9 essais, c'est 25 passes décisives. Alors pour un 9, faire une passe décisive, c'est quelque chose de courant, mais quand même, 25 passes décisives, ça en fait le numéro 1 mondial sur la période écoulée, sur la période 2019, 2020-2023. Et c'est aussi 26 dernières passes avant franchissement. Pareil, sur cette stat-là, c'est le numéro 1 mondial. Donc quand on a un joueur qui est aussi influent, qui fait autant de différence, quand il est absent, ben forcément, et qu'en plus il est remplacé par un joueur qui est très différent, puisque Maxime Lucu est un joueur qui n'a pas les mêmes attributs physiques, qui n'a pas la même vitesse, pas la même puissance. Il n'a pas, du coup, il a une forme de darwinisme. Du coup, il n'a pas le même jeu, puisqu'il ne va pas aussi vite et qu'il n'est pas aussi costaud, bah, il va Tu, moins affronter les tu, défenses. tu parles comme Fabien Galtier, darwinisme. Je parle comme Fabien Galtier. Hum, C'est hum, ça. hum. Mais donc, il s'est adapté. Et donc, c'est un joueur qui est plus un distributeur. Il y a un chiffre tout bête. En équipe de France, depuis 2020, Dupont, il porte le ballon, c'est-à-dire qu'il court avec le ballon, sans forcément aller au contact, mais il court avec le ballon sur 14% de ses ballons, 14% des ballons qu'il touche. Maxime Lucu, c'est 4,8%. Donc on est dans un rapport de 1 à 3. Forcément, l'équipe de France ne va pas jouer de la même manière avec Dupont qu'avec Lucu. La stratégie globale va rester la même, mais dans l'animation du système, on va être sur autre chose. J'ai juste préparé une petite capture pour illustrer ce que ça peut être Dupont sur un terrain. Il y a une situation sur laquelle il est très très bon. Je crois que Yannick en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est les ballons en reculant ou les ballons sous pression. Ça, c'est Antoine Dupont là-dessus, il est excellent. C'est un exemple tiré du Italie de 2022 de France. Là, donc vous le voyez, au début, il était derrière le ruck. Là.
puis il a pris 2-3 mètres de recul. Je crois que c'est Grégory Aldrit qui va lui faire une passe. Et là, on voit qu'Antoine Dupont, il regarde en face de lui. Donc, on est sur un ballon lent. C'est pas vraiment en reculant, mais il n'y a, il y a, il y a pas de déséquilibre. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ce ballon. Et en face, il y a un deuxième ligne, un talonneur. Et Antoine Dupont, on voit qu'il a l'œil tourné vers ces deux joueurs-là. A priori, ce n'est pas un ballon à attaquer, et c'est encore moins un ballon à attaquer par un numéro 9 classique, on va dire. C'est un ballon normalement sur lequel le 9 fait jouer des joueurs plus costauds de lui pour permettre l'avancée. Il est là, Antoine Dupont, il reçoit la passe de Grégory Aldrit, il va faire une fin de 2 passes, à ce moment-là, en tout cas, peut-être qu'il pense à faire une passe. Et en fait, on va voir qu'il y a un petit écart là dans la montée du deuxième ligne et du talonneur. Et le talonneur monte un peu plus vite, pardon. Et Antoine Dupont va le voir, il va aller prendre cet intervalle entre le talonneur et le deuxième ligne. Il va réussir à avancer, il va poser un raffut sur, je pense que c'est l'amble, le deuxième ligne. Il va avancer de 5-6 mètres, il va y avoir un rock rapide, et derrière cette action, il va y avoir essai. Ça, c'est des choses que Maxime Lucu, il est capable de porter le ballon. On l'a vu contre l'Uruguay, on l'a vu notamment sur cette action où il a franchi en début de match et il slalome dans la défense, mais il est justement plus dans une forme de contournement, Maxime Lucu. Et il n'a pas cette capacité à impacter les défenses adverses avec sa vitesse et sa puissance. Et je pense que sur ce ballon-là, il ne va même pas chercher à le faire, en fait. Il va faire jouer autour de lui. Une attitude, par exemple, de Maxime Lucu, ça c'est France-Irlande. Là, on voit que Maxime Lucu porte un peu, et il y a Demba Bamba à sa droite, là. Mais il porte, on voit qu'en fait, il cherche à faire jouer tout de suite, puisqu'il a le ballon entre les deux mains, qu'il ne cherche pas à dégager un bras pour faire un raffut. Il ne cherche pas non plus à être à pleine vitesse, à pleine puissance. Il observe la défense, il regarde le comportement de la défense. Il y a un défenseur qui va venir à lui, hop, il va lâcher une petite passe à Demba Bamba. Voilà, ça c'est le rôle de Maxime Lucu, beaucoup plus dans la distribution. Le truc, c'est que les joueurs de l'équipe de France commencent à avoir l'habitude aujourd'hui de jouer avec Maxime Lucu, c'est lui qui joue quand Dupont n'est pas là, ou quand c'est lui qui rentre à la place de Dupont. Mais forcément, dans une équipe qui tourne comme ça autour d'un mêlée aussi décisif, ça amène la question comment on compense en fait. Et alors, bon, on verra ce que Yannick en pense, mais ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un numéro 9 puncher pour avoir un jeu offensif riche. C'est-à-dire qu'il y a plein d'équipes, et notamment les All Blacks, ils ont un mêlée distributeur et ils ont un jeu offensif riche et efficace. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je pense que dans les circuits, Lucu, avec sa manière de faire jouer, il peut aussi, comment dire, ça va faire marcher le système différemment, mais ça va aussi révéler du coup d'autres possibilités en fait. C'est-à-dire que Dupont, par ses exploits personnels, il arrive à révéler des choses dans la défense adverse que Lucu ne révélera pas parce qu'il n'a pas les mêmes qualités personnelles, individuelles, mais par contre, par sa promptitude, sa manière de faire jouer autour de lui, il va peut-être faire fonctionner, faire marcher ou révéler des choses différentes dans la défense et dans l'attaque française. Et puis la dernière des choses, je me suis un peu perdu dans mon explication, c'est que je vais réussir à trouver. Oui, ce c'est ce qu'a dit Grégory Aldrit que je voulais dire. Aldrit, il a dit qu'il faudra peut-être que chaque joueur fasse, les 14 autres joueurs fassent 5, 10%, 15% de plus. Et effectivement, il y a peut-être des franchissements ou des duels qui seront gagnés par d'autres, que d'autres vont devoir gagner, peut-être à commencer par Aldrit, Jalibert. Peut-être qu'il faudra que d'autres joueurs compensent, on va dire, l'absence de Maxime Lucu. Et pour Lucu, la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est important que lui reste clair dans ce qu'il veut faire, qu'il ne cherche pas à imiter Dupont, mais ça, je pense qu'il est très clair là-dessus. Il a été bon en conférence de presse là-dessus. Et qu'il soit clair aussi sur la stratégie. On a vu contre l'Uruguay ou l'an dernier contre le Japon, qui s'était un peu perdu parfois sur le tempo, sur l'utilisation du jeu au pied. Voilà, il faudra que lui soit plus clair que ce qu'il a été contre l'Uruguay, notamment contre l'Uruguay. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui sait faire jouer une équipe et ça sera différent, mais ça sera pas forcément beaucoup moins efficace. Yannick, pour continuer, en fait, Maxime Lucu doit faire du Maxime Lucu, il ne doit pas chercher à faire du Antoine Dupont, ce que disait Alex. Ben déjà, c'est un gars très intelligent, Max. Il a passé la trentaine. Il connaît ses qualités parfaitement. Il connaît cet environnement de matchs internationaux.
Alex donc il n'y a pas de souci sur la façon dont il va appréhender, il sera lui-même et il ne va pas chercher à copier. De toute façon, personne ne peut copier Antoine Dupont. Je rebondis sur ce que disait Alex. Les nations qui ont un jeu collectif hyper huilé avec une partition cadrée, que ce soit l'Irlande, avec Gibson Park ou la Nouvelle-Zélande avec Aaron Smith, c'est vrai qu'il y a des demi-mêlées hyper éjecteurs qui sont parfois sur une grosse partie du match très très discrets. Et ça rend une copie collective parfois avec plus de complicité, je dirais. Antoine Dupont, bon, il est hors cadre. Il fait marquer, il marque. Il prend aussi énormément d'initiatives. Il y avait une interview de Laurent Labitte qui était sympa aussi cette semaine, qui disait que Antoine, il fait partie de ces joueurs qui sortent souvent du cadre et qui, bon, comme il transforme toujours le plomb en or, il s'en sort toujours. Mais des fois, il prend aussi le chemin le plus difficile pour aller marquer et collectivement, on aurait pu faire plus simple. C'est ce qui transpirait de l'interview de Lolo Labitte. Et donc, c'est un peu le résumé de ce que vient de dire Alex. Max Lucu va faire jouer l'équipe, il va faire briller les autres, il va distribuer, il va mettre les coups de pied qu'il faut. Et je pense que c'est le collectif de l'équipe de France qui va battre l'équipe d'Italie plus que des fulgurances et des exploits dont Antoine Dupont est coutumier parce que il fait toujours des trucs extraordinaires. Mais voilà, on peut pas comparer à Antoine Dupont. Il est extraordinaire, c'est le meilleur joueur du monde. Il est très fort dans les duels, il tape des deux pieds. On ne sait même pas s'il est droitier ou il est gaucher. Il est capable de tout faire. Mais voilà, collectivement, des fois, il choisit pas toujours la solution la plus simple. Je pense que Max, il sera un petit peu plus au service de l'équipe. Pour la compo de l'équipe de France, messieurs, pour le reste, on en avait parlé, ce qu'on disait au début en préambule, c'est que la troisième ligne, pas de surprise par rapport à ce qu'on avait vu en début de semaine aux entraînements. Sur la compo de l'Italie, il y a aussi un petit peu de nouveautés, ou des choses qu'on avait déjà un petit peu entrevues, mais que ce n'était pas le cas contre la Nouvelle-Zélande, avec Ange Capuzzo, le génial joueur du Stade Toulousain, qui sera titularisé à l'arrière, Tommaso Allan, qui sera aligné en 10, et Paolo Garbisi, le joueur de Montpellier, qui va passer au centre. Qu'est-ce que ça peut changer, ça, dans le jeu de l'Italie, tout simplement, cette composition? Écoute, c'est une des interrogations du match. Honnêtement, moi, j'ai pour habitude de dire que en phase finale de Coupe du Monde, parce que c'est une phase finale, et pour l'Italie, c'est un huitième de finale. En phase finale, on n'a pas à se réinventer. On construit la confiance sur la vision que l'on a depuis 4 ans, les détails de jeu auxquels se sont habitués les joueurs, les scénarios de match auxquels se sont habitués les joueurs, les schémas offensifs auxquels se sont habitués les joueurs. Donc, on ne révolutionne pas le jeu d'une équipe en 6 jours et 3 entraînements. Donc, c'est une des questions. Est-ce qu'il va y avoir plus de jeux au pied? Est-ce que l'Italie va aller plus dans la dépossession pour moins s'exposer aux contres français qui ont été assassins pour eux face à la Nouvelle-Zélande? Il y a un point d'interrogation là. Moi, je pense qu'ils ne vont pas changer grand-chose parce que leur salut passera par le jeu. Ils n'ont pas un paquet d'avant pour miser sur la dépossession. Par contre, effectivement, on risque avec Alan en 10 et Garbici en 12, peut-être assister à des ping-pong un petit peu plus longs que d'habitude. L'Italie est une équipe qui tape beaucoup moins que la France, en moyenne 10 coups de pied de moins dans un match, qui possède aussi plus le ballon par match. 2 à 3 minutes, j'ai vu sur les possessions, mais surtout qui réalise beaucoup plus de rucks que les Français dans un match type depuis plus d'un an sur les 20 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui tient le ballon. Peut-être qu'ils vont choisir de jouer dans les bonnes zones et moins s'exposer dans leur moitié de terrain. Moi, je le vois comme ça, mais je ne les vois pas renier leur structure de jeu, leur volonté de faire l'essuie-glace, d'avoir des grandes possessions, avec des cellules de jeu qui rappellent un peu l'Irlande par moment. Parce que leur entraîneur, Kieran Crowley, quand il a entraîné le Canada, il jouait déjà comme ça, avec un jeu très plaisant, qui allait toucher les extérieurs en permanence. C'est un entraîneur qui est porté sur l'attaque. Et je ne le vois pas se renier en 5 jours. Alex? Ouais, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des signaux contraires. Effectivement, la titularisation de Garbisi à côté de Alan fait penser qu'ils vont être plus dans la dépossession, ou en tout cas qu'ils vont chercher à répondre au ping-pong.
Et en même temps, hier, en conférence de presse, Kieran Crowley il a dit, quand on lui a demandé qu'est-ce que vous attendez d'Antoine Dupont, il a dit j'attends qu'il prenne les balles, qu'il réceptionne les ballons, qu'il les relance. Ange L'équipe de France Capuzzo. a Ouais, pardon, parce qu'Antoine Dupont, là, sinon c'est une belle info que tu pardon, es en ouais, train de nous je suis livrer. resté bloqué sur le thème d'avant. Et il a dit j'attends que dans le Capozzo qu'il relance les ballons. Il a ajouté la France a une stratégie de jeu au pied long, elle essaie de nous étouffer avec ça, et j'attends d'Ange Capozzo qu'il saisisse ces opportunités que ce jeu au pied long offrira. Donc on est un peu avec deux signaux contraires. Il faut savoir, ce qui est intéressant avec l'Italie, c'est que c'est une équipe qui peut être, et y compris Garbisi d'ailleurs, je vais vous montrer une image là, qui peut être un peu naïve dans le ping-pong. Il y a un exemple tiré d'Italie-Nouvelle-Zélande de la semaine dernière. On est en début de match. Il n'y a que 7-3 au score. Les All Blacks sont sortis de leur camp, les Italiens ont tapé à nouveau, les All Blacks ont retapé. Et là, c'est Garbisi qui est dans le rond rouge, dans le cercle rouge. Et on voit que la défense néo-zélandaise est vraiment en place. Il a 3 All Blacks face à lui, tout un rideau qui est bien composé. Il n'y a personne qui redescend côté Italie, qui redescend franchement. On voit même Ioane là qui est en train de marcher. Et Garbisi va remonter à 2 à l'heure. Il va même s'arrêter en arrivant près de la défense. Il va tenter un appui, se faire prendre au sol. Il va y avoir grattage, on va le voir ici, grattage de Jordi Barrett. Et la Nouvelle-Zélande va pouvoir aller dans le camp italien, obtenir une pénalité, elle va pouvoir aller dans le camp italien. Et je crois que sur l'action suivante, sur la touche suivante, il y a essai. Donc c'est pour dire que vraiment l'Italie peut être excessive dans son jeu, naïve dans le jeu de ping-pong. Donc qu'est-ce que la présence de Garbisi et de Alan va changer? Est-ce que vraiment l'Italie a intérêt à ce que Ange Capozzo, qui par ailleurs a un jeu au pied correct, relance les ballons? Un peu, voilà, je pense que les Français ont dit, Thomas Ramos a dit en conférence de presse cette semaine, j'espère qu'on va renvoyer les Italiens très loin chez eux et qu'on va les presser, qu'on nous donnera des ballons, que ça nous permettra d'avoir des ballons pour marquer. Voilà, faudra, voilà. C'est un peu, c'est l'inconnu, comme depuis le début de la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'inconnus sur la possession des possessions. Euh, Beaucoup de questions en tout cas, pas forcément d'inconnus. Et là, ça va être un des enjeux du match. Moi, je pense que Justement, vas-y, Yannick. je pense que l'Italie va pas se renier, mais peut-être que Crowley leur a sûrement dit on va jouer dans les bonnes zones. L'Italie, si on regarde depuis le mois de septembre dernier, nous, on tape en moyenne 12 coups de pied d'occupation par match. L'Italie, elle est à 8. Donc, il a montré probablement que Thomas Ramos, sur le même ballon que l'infographie ou la capture d'écran qu'a montré Alex, il aurait tapé loin devant. Je pense que ce week-end, ils vont essayer de sortir de leur camp avec un peu plus de jeu et long. Et ils ont probablement dit à Capozzo, trie les ballons sur lesquels tu vas contre-attaquer. Et contre-attaque ceux pour lesquels on va sortir rapidement de nos 50 mètres. Il faut que le premier ruck soit dans les 50 mètres, dans la moitié de terrain française. Il doit y avoir une ou deux consignes comme ça, mais je ne vois pas les Italiens se renier sur ce match parce que pour moi, ils n'en ont pas la capacité physique, notamment au niveau de leur paquet d'avant. Justement, vous en parliez, on ne sait pas trop à quoi s'attendre sur ce match de la part de l'Italie. Globalement, c'est un peu ça depuis le début de la compétition. Ils montrent 2 visages, ces Italiens, du bon, du moins bon, une raclée la semaine dernière. C'est quoi, ça vaut quoi l'Italie là? Mais l'Italie, jusqu'à maintenant, c'est une équipe qui joue bien au rugby, offensivement, qui a de bonnes structures de jeu. On les verra en détail tout à l'heure, avec une bonne complicité offensive sur la largeur du terrain. Donc, qui récite beaucoup, qui fait une forme d'essuie-glace, qui n'a pas des facteurs X incroyables pour rendre ce système très, très meurtrier. Euh, et c'est aussi une équipe qui, en répétant les phases de jeu avec des joueurs moyens, sans leur manquer de respect, s'expose à des erreurs techniques, s'expose aussi à une densité physique des défenses adverses, ce qui a été l'arme des Néo-Zélandais. Ils les ont remis en question sur toutes les collisions. Ils les ont remis en question sur une grosse partie des rucks sur les largeurs du terrain. Ça a généré des turnovers et des attaques éclairs qu'aime l'équipe de France.
et ils ont pris des essais très très rapidement sur des contres. Voilà, donc l'Italie, force et faiblesse dans le jeu, pour moi, c'est ça. C'est une équipe qui n'a pas une assurance tout risque au niveau de son paquet d'avant, au niveau de sa conquête, en touche notamment. Ils ont perdu 6 ballons en touche. Ouais, enfin, ils en ont perdu 5, ils auraient dû en perdre 6 parce qu'ils ont été chanceux, mais sur des défaillances individuelles aussi, au moins pour 50% d'écart. Donc c'est une équipe moyenne, mais qui joue bien au rugby quand on la laisse jouer et quand on la laisse réciter. Je pense que l'équipe de France va monter fort et va leur couper un petit peu l'oxygène. On a de la chance d'avoir des images puisque l'équipe d'Italie a été diffusée sur la chaîne L'équipe. On va pouvoir montrer des choses. Le premier clip qu'on a préparé, c'est autour de justement de ce que c'est bien faire l'Italie parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'éléments, on va dire, techniques du rugby moderne, avec les cellules de jeu, les attaques verticales, avec des avants qui savent manipuler le ballon, avec une doublette 10-15 qui fonctionne bien, avec un 15 qui vient en deuxième 10, avec des ailiers qui dézonent. On va montrer une vidéo. J'espère que ça va marcher. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de vidéo. Là, c'est le match contre l'Italie au mois d'août. Japon. Ouais. Pardon, contre le Japon au mois d'août, décidément, ce soir. Il n'y a pas Antoine Dupont. Et ce qui est intéressant sur cette situation, c'est que là, on a un dégagement, un pied haut du Japon. Les Italiens récupèrent le ballon. Là, ce qui va être intéressant à observer, c'est la vitesse à laquelle la ligne offensive italienne est replacée. Regardez, la réception du ballon ne date pas d'il y a 30 secondes. Et la ligne est très bien replacée avec une cellule de 3 avants ici, un 3/4 dans leur dos. Très souvent, les cellules offensives jouent après le 10 en équipe d'Italie. Et on va voir que ça va être bien animé et qu'il va y avoir 5 ou 6 passes devant la défense des Italiens pour aller marquer. L'avant-dernière est bof. Pour aller marquer en bout de ligne comme ça. C'est une équipe qui passe beaucoup le ballon devant la défense, ce qui comporte aussi des risques. Là, on est contre l'Irlande au mois d'août toujours. Il y a un maul italien. On voit que là, une illustration un peu du déficit de puissance de la ligne d'avant. Le maul, ils sont vraiment pourtant en plein effort, mais ça n'avance pas du tout. Ils vont du coup sortir le ballon. Autre truc qu'ils utilisent très souvent, le 9 en position de numéro 10, là on le voit ici. Et puis il y a une cellule et un jeu dans le dos, une passe jusqu'à Capozzo. Donc on repasse, c'est pas Capozzo d'ailleurs, c'est un autre joueur. Et on voit à nouveau les nombreuses passes devant la défense. Là, c'est en novembre dernier contre l'Australie, donc un match que l'Italie a remporté. On va avoir du jeu dynamique avec un premier lancement de jeu. C'est assez rare, mais il lance parfois le jeu autour des avants. Généralement, c'est plutôt via les 3/4. Il va y avoir 3 séries de percussions, des rucks très rapides. On en parlera plus tard, mais l'Italie, une des fortes qualités de l'Italie, c'est d'avoir des rucks très rapides. Il va y avoir 3 percussions. Et on va voir, je vais essayer de faire une pause au bon moment. Ici. Là, on voit l'attaque verticale avec des joueurs qui se sont replacés, les 3/4 qui sont en train de se déplacer dans l'axe de Brex ici. 10 qui va venir dans son axe. Il y a déjà Ioane qui a dézonné, il y a Capozzo ici. Cette attaque verticale, ses vertus, c'est qu'en fait, elle permet de contourner les rushs défense, parce que si on attaque avec une attaque horizontale, on va dire là, ça donne des cibles à la défense et par ailleurs, les attaquants sont proches de la ligne défensive, donc ils peuvent se faire agresser et recevoir le ballon en même temps que le défenseur. Et on va voir l'enchaînement de passes et le fait que la défense est perdue. Et ça fait essai de Capozzo. Cette fois, j'ai bon. Là, c'est contre le Japon. Là, ce qui est intéressant sur cette action, c'est qu'on va voir l'Italie qui est prête à jouer de son camp. Donc, même si c'est sur un ballon de récupération, en quelque sorte, qu'ils ont piqué le ballon. On retrouve les nombreuses passes devant la défense pour déplacer le ballon, l'amener loin. Et on va voir à nouveau de bonnes animations autour là, à nouveau la ligne d'animation, la cellule d'avant qui vient après le 10, les avants qui se font des passes au contact. Et on va encore voir un jeu en sorte en triangle autour de Brex ici. Brex qui a 2 solutions autour de lui. Un avant ici qui vient avec une course rentrante et Garbisi qui fait le tour, qui s'écarte. Il va pouvoir prendre l'intervalle et ça va faire essai. Ça, c'est à nouveau un exemple de ce qu'ils savent faire. Et c'est pas contre n'importe quelles équipes. Hein. Le Japon, le Japon, l'Australie. Il y a plein de choses intéressantes. Et là, c'est juste un dernier exemple. C'est pour montrer qu'ils
qu'ils sont capables d'être créatifs. Moi, c'est un mouvement que j'avais jamais vu. Yannick, tu me diras. C'est une touche, ils vont lancer le jeu par les trois quarts. Et ce qui va être intéressant, c'est que bon, c'est un peu cafouillé. Garbizzi va aller à l'affrontement. Et là, on va faire une pause. Il y a 4 trois quarts autour de Garbizzi. Ce sont les trois quarts qu'il y a sur la conquête, qu'il y a sur la conservation du ballon dans le ruck. Capozzo, Brex, là, je ne sais plus, je crois que c'est Morisi. Et là, la conquête, le ruck est rapide. On revient dans le fermé en utilisant les dents à la touche. Et regardez, à cet instant, les 4 trois quarts qui étaient dans le ruck, ils se replacent dans le fermé, tous les trois avec une. Je pense que ça a été préparé. Yannick, tu me diras ce que tu en penses. Et ça fait une sorte d'attaque verticale dans le replacement. Ils vont dans le fermé où il n'y a plus aucun Italien et où du coup les Japonais ne sont pas nombreux. Ils sont que 2 ou 3 défenseurs. Ça va permettre, avec un petit jeu de passe, de créer le décalage et d'avancer. Il n'y aura pas essai sur le coup, mais au moins, voilà, ça a créé un déséquilibre. Donc voilà, c'est une équipe face à laquelle il faut défendre sérieusement, à qui il faut mettre de la pression, parce qu'elle sait faire des choses. Alors on verra après que parfois aussi, comme je l'ai dit dans le conducteur, elle perd les chèvres, mais elle a une habileté, une ambition intéressante. Ouais, on est d'accord, c'est une équipe qui joue un rugby positif, porté vers l'attaque et ils sont capables de sortir des lancements ou des seconds temps de jeu, on l'a vu, qui sont originaux. Mais si on va au bout du truc, sur tes deux premiers essais, il y a une passe à rebond. Sur la dernière, il y a aussi une part de réussite. Alors, il y a un taux de risque dans leur jeu qui est quand même important. Sur des défenses qui montent très très fort et qui ne vont pas se mettre sur les talons face à ces joueurs qui sortent du vertical. Ça, ils peuvent être vraiment en difficulté et sans solution, notamment s'ils n'avancent pas sur les premières collisions. Et je pense que l'équipe de France va cogner très fort sur les premières collisions pour gagner à un avantage et Comme les All empêcher Blacks la semaine dernière. ouais, que le jeu italien se mette en scène. J'ai une question pour tous les deux. Je me rappelle d'une conversation qu'on a eue avec Laurent Labitte lorsqu'on avait interviewé avec Fred Bernès avant le tournoi Destination, avant le dernier tournoi Destination. Il parlait de l'attaque verticale de l'équipe de France, qui était un peu copiée justement par les Italiens sur certains matchs. Est-ce que vous voyez des similitudes dans le jeu d'attaquer, en tout cas une inspiration? Ouais, ouais, pardon. Oui, parce qu'on a fait une petite animation pour ceux qui nous suivent et qui disent mais c'est quoi le vertical et l'horizontal, même si Alex a déjà dû en faire dans le journal, des petits débriefings comme ça. Tu les as Ouais, je vais le montrer maintenant. Il faut juste que j'aille dans le bon dossier. Après, toutes les équipes le font maintenant. Bon, c'est revenu très à la mode face aux défenses agressives, comme l'a dit Alex, qui montent très très fort. Donc il faut leur proposer des cibles différentes. Mais là, concrètement, c'est la première séquence des Italiens face à la Nouvelle-Zélande. On est à 0 minute 43. Ils sont sur leur deuxième temps de jeu, je pense, après le lancement. Donc on voit direct la cellule en losange, copiée sur l'Irlande, avec le meneur de jeu qui est derrière. Sur la largeur, donc c'est-à-dire sur l'horizontale, on voit qu'il y a 3 joueurs placés. Les Néo-Zélandais ont en visuel ces 3 joueurs et pourraient monter très fort sur ces 3 joueurs. Mais pour casser cette envie de monter fort, on leur pose une question avec les 2 joueurs qui sont dans le rectangle rouge, qui eux sont donc sur ce qu'on appelle la verticalité, c'est-à-dire dans l'axe du meneur de jeu qui est dans le losange. Et ils vont apparaître au dernier moment avec des petites passes autour de l'épaule du meneur de jeu. C'est ce qui provoque des brèches et c'est ce qui fait que Capozzo, souvent, il brèche dans le jeu italien. Voilà, donc ça, c'est fait pour... et on regarde à la 6e phase, donc ils ont été touchés le couloir. Ils sont revenus, comme l'a dit Alex, avec un temps, avec les avants après le 10, parce que c'est leur fond de commerce. Et sur la phase d'après, on voit à nouveau une cellule d'avant. Là, déjà, ils ont perdu un soldat parce que leur jeu est très énergivore, donc il n'y a plus que 2 avants.
donc dans notre losange vert. Il va donner dans le dos à, je pense que c'est Garbisi, le meneur de jeu, et on trouve à nouveau deux joueurs italiens qui sont scannés par les flèches noires sur la largeur par les Néo-Zélandais, mais toujours avec un joker dans le rectangle rouge, c'est Capozzo, qui va sortir du vertical pour essayer de brécher dans un intervalle très proche de l'épaule extérieure du meneur de jeu italien. Voilà. Et on voit que les Néo-Zélandais, dans les petits cercles noirs, ils commencent à basculer sur les talons. On voit bien que leur centre de gravité, il se met un peu sur l'arrière parce qu'ils se disent, attention, il y a des gars sur la largeur, il y a des gars sur le vertical, on ne peut pas trop monter. Et donc là, sur le coup, l'Italie a gagné et elle va quasiment franchir à l'extérieur. Mais si on va sur la phase d'après, même séquence, on est donc sur la phase 8. Euh, le meneur de jeu, c'est Garbisi en l'occurrence. Il va tenter une initiative individuelle, donc il va sortir des schémas collectifs et des cellules de jeu. À ce moment-là, l'équipe, elle est désorganisée, donc la fourmilière a un imprévu et ça va provoquer un retard au nettoyage. On est au 8e temps de jeu et ça va être le premier turnover généré par les Néo-Zélandais et c'est le premier d'une longue série parce que contre la Nouvelle-Zélande, avec ce jeu-là, ils ont perdu 26 ballons dans le match. 26 ballons, c'est énorme. Au-dessus de 17-18, c'est compliqué d'envisager la victoire, y compris en top 14. Et sur les 26 ballons qu'ils ont perdus, ils en ont perdu 5 dans les rucks à cause de ça. Ils en ont perdu 5 en touche et 4 en mêlée. Donc là, on a à peu près les opportunités et les menaces qu'il y aura face à l'Italie. Puisqu'on n'a pas parlé de la conquête directe, on en parlera après. Ils ont perdu 50% de leurs ballons en conquête directe contre la Nouvelle-Zélande. C'est incroyable. Ils en ont perdu 9 sur, 9 sur 17. Donc voilà. Donc, Cette capacité à s'auto-punir, on va dire, c'est une récurrence dans le jeu de l'équipe d'Italie. On va montrer un autre clip. Alors là, fait uniquement à partir d'actions négatives ayant entraîné des essais. Et vous allez voir que parfois c'est spectaculaire parce qu'en fait, l'équipe d'Italie est capable de choses remarquables, comme tout d'un coup de perdre totalement le contrôle, sans doute lié à ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que son jeu est très énergivore, ce qui fait que c'est plus dur parfois de tenir la distance et d'être concentré et précis sur des petits gestes, sans doute lié aussi à des manques techniques. Je sens que vous êtes avide de regarder cette vidéo, donc je ne fais pas attendre davantage. Ouais, je vois que tu commences à tirer la langue, Jeff. Je suis impatient. Donc là, c'est séquence contre l'Irlande, c'est une touche. L'Italie, on voit, elle est dans le match, hein, 26-17. Alors, c'était pas la meilleure équipe d'Irlande, mais à 10 minutes de la fin, c'est pas mal. Là, ils ont une touche pour eux. Le deuxième, il va à l'arrachage, il arrache très mal le ballon. Le deuxième, un Irlandais s'infiltre, ballon récupéré, et ça va faire essai pour l'Irlande. C'est pas un exemple isolé. La même chose s'est déroulée contre l'équipe d'Australie, exactement la même chose contre l'équipe d'Australie en novembre dernier, et ça a eu la même conséquence. C'était dans la même zone et ça a eu la même conséquence, un essai en contre de l'adversaire. Là, c'est sur leurs 5 mètres. Ils vont essayer de sortir de leur camp en passant par un ruck. Donc là, le ruck, c'est Brex qui va le provoquer, mais on voit que les deux soutiens ici, ils vont passer au-delà du ballon et il n'y a personne d'autre qui va venir en soutien, qui va venir en plus. Résultat, Barnet, il se retrouve sous pression, il est plaqué, ballon perdu, récupéré par les Irlandais sur la poussée et essai. Là, c'est contre l'Afrique du Sud. Donc, cette séquence, c'est une séquence, les séquences suivantes, c'est dans la continuité. Donc, c'est le coup d'envoi. L'Italie est dans ses 22 mètres et c'est quelque chose qu'elle fait souvent, ça. Elle essaye de jouer dans ses 22 mètres parce qu'elle essaie de profiter du fait que les équipes adverses laissent du monde au fond du terrain, donc dégarnissent leur premier rideau. Mais évidemment, c'est très risqué. On va le voir là. Alan passe en touche. Donc, on est au bout de 17 secondes, passe en touche. Pas mal. Les Sudaf vont jouer la touche, ils vont perdre le ballon. L'Italie va se dégager, mais on est à 1,26 sur la touche suivante. Les Sud-Africains tentent un maul, ils avancent un peu, et il va y avoir un lancement de jeu. Et là, c'est le comportement de Bruno, l'ailier italien, qui va être intéressant. Il est ici, là, au milieu de ma souris. Et il va venir se suicider sur le lancement de jeu sud-africain. En plus, en tentant l'interception, on va le voir là.
Bah, du coup, ça fait essai, quoi. En 2 minutes, c'est deux erreurs assez énormes qui font un essai. Bonjour, madame. Euh, Là, c'est On la connaît? renvoi sur l'Afrique du Sud, ballon pas capté parce qu'un joueur, un joueur attend, ben, Colby qui marque. Donc ça, c'est un essai gag, hein, normalement, ça existe pas trop à ce niveau. Les Français ont encaissé un essai comme ça lors d'un tournoi, peut-être même contre l'Italie, je crois, mais bon, c'est quand même assez rare. Ici, cette séquence, elle est intéressante parce que c'est le comportement le replacement de ce joueur-là. Je crois que c'est Lambe, deuxième ligne italien, qui va essayer d'aller au surface de Clerc, qui essaie de sortir de son camp. Les Italiens récupèrent bien ce ballon, tout ça est propre alors qu'ils prennent la pression et le ballon est conservé. Ils vont retaper. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lambe, il s'est replacé tout seul, c'est un deuxième ligne. Il s'est replacé tout seul dans le couloir ici. Alors que normalement, Yannick, tu me diras si j'ai tort, mais les avants, les joueurs du 5 de devant, on leur demande plutôt de se replacer au centre du terrain, dans les zones où il y a beaucoup de densité de joueurs, pour essayer de ne pas les laisser seuls avec leur manque de vitesse dans des grands espaces. Mais il est tout seul, hein, il est encore toujours tout seul dans les 15 mètres. On va voir que ici, Willy Leroux, il voit très bien la situation, il a tout de suite lu ça, il indique Manili Bok, Mm. numéro 10 sud-africain, qu'il y a une zone là-bas et les Sud-Africains vont y aller. Bok pour RNC, RNC va déborder Land et ça va faire à nouveau essai au bout. C'est quand même une erreur assez importante en termes de montée. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu leur coûter leur victoire contre l'Australie. Ils sont à la 76e, ils ont une touche dans leur camp, 6 points d'avance. C'est un lancement de jeu qui est pas très compliqué, mais peut-être à ce moment-là du match, c'est peut-être un peu dangereux de faire ça. Lamaro va partir, faire un maul furtif, il part, il sert à hauteur son centre, il fait la passe derrière son centre, ballon récupéré par les Australiens, et ça va faire essai, et l'Italie ne devra sa victoire au final qu'à la transformation de cet essai raté par Robinson, dans mon souvenir. Donc voilà, c'est vraiment avec l'Italie, il y a vraiment des opportunités à saisir pour l'adversaire, parfois même sans mettre une énorme pression, juste en récoltant les fruits en quelque sorte. Mais si on met la pression, alors effectivement, on augmente les chances de mettre l'Italie à la faute. Et pour l'équipe de France, ça va être un peu un des enjeux du match de demain. Yannick, tu as eu une expression la semaine dernière, tu m'as dit, les Italiens, ils ne maîtrisent pas pour les petites choses comme ça, je sais pas Ouais, comment le texte. ouais, Une expression très rugby. ouais, il maîtrise pas le service après-vente. Ah oui, C'est-à-dire que ils vendent un rugby positif, mais ils oublient que à des moments, ben, si t'es pas organisé sur le service après-vente, ça peut faire très mal. Là, ce que tu as montré, le second Denis qui se repasse pas, bon, à l'extérieur, qui est replacé à l'extérieur, c'est l'exemple d'un joueur qui est désespéré, dans l'urgence, qui n'est pas préparé. Euh, J'espère qu'un jour, avec le salon tactique, on pourra faire un focus sur les coups d'envoi de l'Afrique du Sud. Parce que, franchement, l'Afrique du Sud, c'est pas rare qui marquent des points sur leur propre coup d'envoi. Je suis admiratif de ce qu'ils réalisent, du job et du rôle qu'ils ont chacun sur leur coup d'envoi et de la pression qu'ils mettent sur les adversaires, c'est assez incroyable. Vous pouvez regarder tous leurs matchs où ils contre le 10 adverse, où Colby l'intercepte en l'air, où il chasse le 9 autour du ruck. Donc c'est vraiment eux, c'est compliqué de sortir du camp face à l'Afrique du Sud. Je pense qu'on va en reparler très vite. Euh, ah oui, et donc ouais, non, mais tu as résumé l'Italie, et l'exemple contre l'Australie à 4 minutes de la fin. Ils mènent de 6 points. Ils tentent un lancement jeu dans leurs 30 mètres. Concrètement, avec Garbici en 10, c'est ce qu'on ne devrait pas voir en 12. On ne devrait pas voir dans le début du match contre la France. Voilà. mais clairement, messieurs, là, demain, on va évoquer comment leur mettre la pression pour continuer sur ce sujet. Demain, et on imagine facilement que le 15 de France va vouloir les concasser, les tabasser devant, et après prendre les points, peut-être soit au pied, soit en marquant des essais, qu'il y aura des opportunités, mais qui vont vouloir leur faire mal devant demain aux Italiens. Non. Ouais. Non, c'est sûr. Parce que une des raisons qui fait que la France ne joue pas plus, et c'est souvent expliqué par le staff, c'est si vous jouez trop, vous fatiguez vos avants,
et ils ne sont plus en capacité d'être au rendez-vous sur les moments clés du match, les bonnes pédales touches, les bonnes mêlées, quand il y a vraiment un affrontement important, et notamment dans les 20 dernières minutes du match. Donc, l'idée, c'est préserver l'énergie des avants pour qu'ils puissent répondre présent entre la 50e et la 80e dans les moments clés et sur les phases tactiques clés. On a vu contre la Nouvelle-Zélande sur le match d'ouverture comme c'est important d'être présent sur les mêlées quand on est moins bien collectivement. Les Italiens, déjà, ils font courir quand même beaucoup leurs avants, donc ils ont souvent du mal. Ils font quelques fautes de goût dans les choix de jeu. Et dernièrement, intrinsèquement, ben, ils n'ont pas des avants très puissants. Ce week-end, ça va être intéressant, mais ils ont quand même sanctionné durement leur 5 de devant, hein, puisque si on prend leur C'est une toute, compo, ouais, ouais, si on prend toute nouvelle leur première compo ligne. face à la Nouvelle-Zélande, ben, ils ont mis des coups de scie, hein, puisque toute la première ligne n'est plus là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ils ont quand même une faiblesse sur les phases statiques qui posent question. Je vous disais, ils ont perdu un petit peu plus de 50% de leur conquête face à la Nouvelle-Zélande. Ils ont perdu 5 ballons en touche, ils en ont perdu 4 en mêlée, contre une mêlée qu'on a quand même secouée. Ne On va l'oublions montrer la pas. touche peut-être, Yannick, tu as préparé un patchwork. On commence par la touche. Bon, alors, on a refait un C'est patchwork parce patchwork. que on sait que Jeff, Attention, il est alerte accro. par Ouais, j'adore ça. C'est le moment fort Jeff, de ma soirée. il est accro au Mm, patchwork. Donc là, on vous a mm. monté les six, les 6 touches perdues contre la Nouvelle-Zélande. Il y en a une qui est récupérée miraculeusement. Donc, on voit que sur les 3 premières, en haut à gauche, lancé, il n'y a pas de bloc en face. Bon, lancé lobé, donc erreur technique. La deuxième, lancé pas droit, il n'y a pas de bloc en À face. droite. Lancé pas droit. La troisième, donc vers la droite, au deuxième niveau, vers la droite, il y a encore un lancé lobé. Donc déjà 3 ballons perdus sur des erreurs techniques. Bon, à ce niveau, c'est assez rare. Le talonneur Nicotera, bon, ben lui, il en a fait les frais puisqu'il il ne jouera pas. On va voir ce que fera Faiva, son remplaçant. Et après ça, il y a 3 ballons qui sont bien contrés, je dirais, par la Nouvelle-Zélande. Un par Etalik, on en avait parlé. En bas à gauche, c'est Fritzel, avec le bloc du fond, tout en bas à gauche, pardon, Alex. Euh, Ouais, euh, ici. et ouais, voilà, Fritzel qui contre. Et là, c'est vraiment le système néo-zélandais, les annonces qui sont en question, parce qu'il y a eu des contres. Mais pour 50% des ballons perdus en touche, ce sont des erreurs techniques sur la faiblesse ben, des joueurs qu'ils ont hein, à disposition. Je pense que Et le du coup, talonneur. Yannick, tu penses quoi? Tu penses que les Français ils vont mettre la pression sur les touches, qui vont lever des joueurs en permanence, lever des sauteurs pour aller Je au pense, contre, je, pour mettre la ouais, pression sur le lanceur? je pense qu'on n'aura pas trop peur de leur puissance au sol des Molles. Donc, ça sera pas. Quand tu joues l'Afrique du Sud, tu te dis attends, bon, le chemin le plus court pour contrer un touche, c'est de voler le ballon en l'air. Mais tu te dis, attends, si on le vole pas en l'air et qu'en plus, on n'est pas encore retombé sur nos pieds, et là, quand on prend les 8 autobus qui enclenchent leur molle, on ne l'arrêtera plus jamais. Donc c'est pour ça qu'en fait, la menace de la puissance fait que tu ne sautes pas. Contre l'Italie, tu vas te dire, attends, même si on le perd en haut, je pense qu'on aura une opportunité de les contrer en bas parce qu'on est quand même plus costaud qu'eux. Donc, je ne serais pas surpris que on contre beaucoup en l'air. L'Italie, la majorité des touches de l'Italie, c'est des touches à 5 joueurs et des touches à 6 joueurs. Donc, ça va nous laisser des options de contre, parce qu'on sait qu'en général, le 15 de France, sur les touches complètes, quand je dis une touche complète, c'est avec 7 joueurs, on a tendance à laisser la zone de devant, mais l'Italie fait très peu de touches complètes. Donc, je pense qu'on va chercher à contrer énormément, et avec Olivon, Flamand, Woki, on est quand même très bien armé. Sur les touches complètes avec Jelonch et Aldrit dans l'alignement, ça pourrait être plus difficile, mais les Italiens font peu de touches complètes. L'autre thème, c'était les rocks. Vous aviez préparé quelques petites choses aussi sur les rocks. Ouais,
Bon, On va ouais, commencer voilà, d'abord par citer juste. Ouais, je vais citer juste, vas-y, Alex. donner un extrait de l'interview que Laurent Labitte a donné à un journaliste qui s'appelle Jean-François Patureau, euh, Et à Frédéric Bernès aussi. et à Frédéric Bernès. Donc, il évoque notamment là, le jeu énergivore de l'Italie. Et là, sous le que j'ai surligné, si tu ne vas pas chercher cette équipe d'Italie, si tu lui permets d'avoir des rucks rapides, elle récite. Mais là, les Blacks lui ont fait une bataille terrible au sol et elle a explosé physiquement. C'est intéressant parce que les rucks sont effectivement un point fort de l'équipe d'Italie. C'est une équipe qui va très vite. Selon les statistiques d'Opta, c'est l'équipe qui a les rucks les plus rapides de la Coupe du Monde. On est à 2 et quelques, 2,67 Alexandre, 2,67. j'ai Contre révisé. la France, c'est 3,75. Alors, il faut se méfier des statistiques parce que la France, parfois, cherche à ralentir des rucks, notamment dans son camp. Donc, ça ne veut pas dire que la France n'est pas capable d'avoir des rucks rapides. En tout cas, l'Italie est capable d'avoir des rucks rapides. Elle en avait très rapides durant le tournoi et on voit notamment les attitudes des joueurs au soutien qui viennent très bas. Souvent, ils sont très proches du porteur de balle aussi parce que comme le jeu de l'Italie fonctionne avec des cellules, ces cellules sont souvent très bien organisées, bah, du coup, le joueur qui va à l'affrontement, il a des soutiens très proches. On va le revoir ici. Le 12 se met sous Fritzel pour pouvoir dégager pour pas l'empêcher d'aller chercher le ballon. Et on voit le porteur de balle au sol, là on ne voit pas trop, mais avec ma souris, je peux souligner le fait qu'il a ses bras très tendus vers son camp pour éloigner le ballon de la zone, du camp néo-zélandais. Et puis, même chose, ça c'est toujours sur la même action. Hein. Là, les All Blacks tentent de maintenir debout l'attaquant et les deux soutiens plus proches viennent percuter l'Olala et le maul va, enfin le maul va, c'est pas un maul, mais ça va aller au sol et le ballon va sortir très très vite. Donc, ils ont cette capacité à générer des mauls rapides. Mais ils ont aussi été mis en grande difficulté par les All Blacks sur cette zone. Et on sait que la France est une équipe très efficace dans le contre-ruck, dans la capacité à ralentir les ballons, peut-être moins que lors du tournoi 2022, mais quand même. Alors là, on a déjà montré. Non, ça c'est bon. Okay. Donc Ouais, là, c'est une on beauté ça. est à nouveau face à Quel beau un patchwork. patchwork. Encore Ouais. magnifique. Ben, Bravo, bravo euh, Ce qui est Yannick. bien, c'est Bon que tu le boulot. dis bien. Tout à l'heure, tu l'as pas très bien dit, mais là, ça y est, on sent que tu progresses dans Ah, ta mais là j'ai des prononciation. étincelles dans les yeux, des flammes. Ouais. non, Yannick, je te laisse commenter. ce qui est intéressant sur ce montage, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont perdu 6 ballons dans les rucks contre la Nouvelle-Zélande. Là, on vous a mis un échantillonnage des ballons qu'ils ont perdus. On a vu le premier sur Cody Taylor, il est tout en haut à gauche, sur la première action du jeu. Mais le dénominateur commun de tous ces rucks, c'est qu'on le voit sur à l'extrême gauche en bas, on vous a mis un repère. Tous ces rucks qui ont posé problème, ils étaient situés dans les 15 mètres. Donc l'Italie avait son jeu en cellule, garde ses avants au milieu du terrain, est assez organisé là. Alex l'a très bien montré avec souvent un porteur de balle qui vise les hanches. Ils ne sont pas adeptes des offloads. Ils en ont fait. Tu as montré l'exception qui confirme la règle dans ton clip, Alex. Mais ce n'est pas une équipe qui joue énormément debout, qui offload beaucoup. Donc c'est plutôt une qui récite des rucks rapides, comme tu l'as souligné, justement pour prendre les défenseurs à défaut sur la qualité de leurs attaques et de leurs cellules de jeu. Mais quand elle va dans les couloirs, c'est là où il faut de l'énergie et elle est un peu moins organisée pour nettoyer. La Nouvelle-Zélande avait identifié ça et les a vraiment tués dans ce secteur de jeu, puisque tous les rucks que vous avez là, ils sont à l'intérieur des 15 mètres. C'est simple, ce qu'on a entouré en vert, c'est les jambes du juge de touche tout le temps. Vous voyez que c'est toujours dans la zone du juge de touche. Ben pourquoi les Néo-Zélandais ont attaqué ces rucks? Parce que c'est des rucks typiquement où il n'y a qu'un côté à défendre, le grand côté. Et là, de venir leur faire la guerre là, c'est la garantie, un, de retarder la libération à minima et de se mettre en position de force pour défendre sur ces attaques horizontales, verticales. Et deux, prendre une opportunité de voler le ballon, parce que là-dessus, ils sont un peu désorganisés. C'est vraiment la zone de jeu sur laquelle ils n'ont pas de cellules avec des nettoyeurs identifiés. Et on le voit, les Néo-Zélandais leur ont fait une guerre terrible, ou en contre-recamp, comme ça a été le cas en plein milieu. On voit carrément un porteur de balle italien qui est au Pardon, sol en désolé. position en PLS. J'ai coupé au Hein, mauvais moment. ouais, non, voilà, Remonte. et donc Tu veux remonter?
contre-requet, c'est venir gagner l'espace sur cette zone en gagnant la ligne d'avantage. Ou alors, voilà, alors on voit très clairement le contre-ruck de Barrett et de Fritzl qui arrive avec le porteur de balle italien qui essaye de mettre le ballon loin. Mais le pauvre gars qui doit nettoyer sur lui, il a déjà pris deux coups de bazooka dessus. Euh, Ah oui. ça a été une arme des Néo-Zélandais. On voit sur l'extrême droite au milieu des trois quarts italiens en bien mauvaise position, coude au sol, un peu en travers, avec un autre joueur qui a dû venir parce que les Néo-Zélandais ont attaqué ce ruck. Bon voilà, ça a été un petit peu Est-ce un que tu crois que calvaire. les Français vont tenter le même genre de... On sait qu'ils sont Oui, adeptes du oui, travail autour des oui, rucks. Tu penses qu'ils vont attaquer les mêmes zones, dans les mêmes oui. zones? Oui, je pense que déjà au milieu du terrain avec Danti, Movaka, Aldrit, voire Jelonch, on est quand même armé. Hum. Et je pense que dans les extérieurs, quand ils vont y aller, les Italiens, on va attaquer ces rucks avec férocité. Et je pense qu'on va s'inspirer de ce qu'ont fait les Néo-Zélandais et ce qu'a dit Laurent Labitte, ça laisse augurer d'un gros combat dans la zone de ruck. Et question bête pour tous les deux, est-ce que vous pensez que l'équipe de France peut gagner de la même manière aussi largement que la Nouvelle-Zélande contre l'Italie, ou ce sera un peu plus serré? Moi, je pense que ça sera plus serré. Parce que, bon, les Italiens, avec la vexation, vont sûrement réaliser 30 minutes de qualité. Mais je pense qu'ils vont. Je crois que c'est Max Médard qui disait ça, je sais pas où. Je sais pas si c'est chez vous ou chez des confrères à vous. Il disait je vois l'équipe d'Italie réaliser 20 premières minutes de qualité et d'exploser sur les deux derniers tiers du match. Voilà, moi je crois qu'il a vu juste. Je crois que sur les phases statiques, l'Italie va se fissurer à partir de la 50e minute qu'on va générer des attaques éclairs, qu'on va les contrer et qu'on va les dominer largement. Donc, évidemment, pas 96 points, mais je vois quand même un score assez large à la fin. Toi, Alex? Donc 96 points, j'y crois pas du tout. Je l'ai dit la semaine dernière, je pense que la seule équipe au monde qui est capable de faire ça, de mettre un tel score à l'équipe d'Italie, je pense que c'est la Nouvelle-Zélande. Parce qu'elle a beaucoup de talent offensif individuel et collectif. Maintenant, voilà, puis il suffit de regarder les scores de l'équipe de France face à l'Italie lors des derniers matchs. Alors, c'est toujours placé dans un moment différent parce que c'est le premier match du tournoi sur les 2 dernières années. En tout cas, C'est c'est ça. comme ça. Souvent, ça intervient à un moment où l'équipe de France a entrepris un travail physique un peu important en vue du deuxième ou du troisième match. Donc, elle n'arrive pas forcément avec la bonne fraîcheur, elle n'arrive pas forcément avec tous les Alors repères que là, techniques. Alex, c'est le pic de forme, hein, normalement, ce week-end. Là, on arrive sur un pic de forme. Oui, je pense que l'équipe de France, elle ne prendra pas l'Italie de haut et elle sait qu'elle a des opportunités offensives aussi. Voilà, moi, j'ai un petit doute sur Garbisi et Brex au centre, par exemple. Garbisi est un défenseur propre, mais c'est pas non plus un défenseur avec beaucoup d'impact. Donc, face à un Danti, qui va, je pense, aller les chercher, soit Garbisi, soit Alan. Il risque d'y avoir des opportunités. Je pense que Brex a des montées hyper intéressantes. Il peut monter, puncher au milieu du terrain pour attraper des attaquants, mais il rate aussi beaucoup de plaquages. Il en a raté quasiment un tiers depuis le début de la Coupe du Monde. Et puis, il y a le fait que, on va montrer juste 2 exemples de ça, mais l'équipe d'Italie euh, laisse des espaces sur les côtés. Alors, bon, contre la Nouvelle-Zélande, elle a laissé des espaces un peu partout. Ah, zut, j'ai pas préparé ma vignette. Si, peut-être. Peut-être que Ouais, si. Ah, bah si. quel amateur, mais En quel plus, amateur. j'ai fait un effet spécial ici, en plus. Pouah. Alors, l'équipe d'Italie défend souvent serré et ça avait bénéficié aux Français à Rome. Tout n'a pas fonctionné à Rome l'hiver dernier, on s'en souvient, avec beaucoup de fautes. C'est pour ça que la discipline sera importante. Il ne faut surtout pas laisser l'Italie s'installer dans le match, garder-la, avoir le ballon et lui donner des opportunités de continuer à avancer. Mais en tout cas, la France a marqué 2 essais avec des transversales au pied. Et on voit vraiment que là, les Italiens sont très serrés. Ouais. Et pourtant, c'est que le deuxième temps de jeu, je crois. Là, on est sur le deuxième temps de jeu seulement. Et Ange Capozzo est le dernier défenseur, donc il jouait arrière ce jour-là. Le dernier défenseur, il vient s'intégrer à la ligne, il est très serré. Et par ailleurs, Ange Capozzo n'est pas un joueur de grande taille.
Donc, on verra. Je pense que ça peut être aussi quelque chose à utiliser sur ces transversales-là. Donc, Tamac dans le rond rouge va taper dans la zone jaune là, et Damien Penaud va marquer. Et on va retrouver la même chose, ou presque, sur cette situation-là. Là, on est déjà sur un peu plus de temps de jeu. Mais Capozzo est en train de se replacer, mais il est en retard. Dumortier anticipe. Tamac va lui servir le ballon parfaitement. Voilà, quelques trucs que va pouvoir utiliser l'équipe de France, tout en sachant qu'il y a une phrase qui m'a marqué, moi, dans la semaine. C'est la phrase de Greg Aldrit. Il a dit, grosso modo, on va penser à la conquête, on va penser aux collisions, et on va un peu oublier le jeu devant la défense. Donc je pense que ça montre bien les priorités, au moins dans un premier temps. Ouais, la phrase de exacte, Alex, Baboué. c'est il faut être très bon Ouais. sur les collisions et en conquête, puis laisser le jeu devant la défense pour plus tard. Et il avait un petit sourire, genre on va les défoncer et après on verra ce qui se passe. Après, le- on est tous d'accord, bon, voilà, à peu près sur la façon dont le match va se dérouler et sur le rapport de force qui est très largement en notre faveur. Bon. Mais en 2023, on sait très bien que des fois, au niveau de l'arbitrage, quand tu veux jouer un match très physique, ça peut aussi se retourner contre toi. Il y a toujours cet impondérable du bunker. On voit qu'il y a pas mal d'incohérences aussi. On se demande pourquoi. On en a bénéficié parfois, hein. Romain Fifinois aurait Ouais, dû prendre un rouge. on aurait dû, ouais. Il est, il est passé entre les gouttes. Voilà, donc il y a quand même, quand on est coach aujourd'hui sur des matchs de ce niveau, on n'est pas sûr de tout maîtriser parce qu'il y a des impondérables liés à la discipline et tu fais bien de le signaler parce que c'est vrai qu'un rouge dans les 20 premières minutes peut changer beaucoup de choses sur le rapport de force. Bon, messieurs, il est 20h01. Alors, on a 1 minute de retard, ça va, parce que je pense que la semaine prochaine, si jamais il y a un match de phase finale, quart de finale, Alexandre va vouloir faire 2 heures. Donc, préparez-vous la semaine prochaine. Explique aux gens pourquoi tu es pressé de partir. Parce que ce soir, parce qu'il faut conclure, parce que c'est le délai. C'est la première raison, Alexandre. C'est cadré. La deuxième, c'est parce que nous allons manger au Comment il s'appelle restaurant le qui est resto? réservé. Voilà. Je ne donne pas de publicité, c'est un restaurant réservé par Vincent Duluc, qui est un régional de l'étape. Et je pense que nous allons manger des légumes ce soir, des flageolets, des haricots verts et du chou de Bruxelles. Voilà. Ça va être léger, comme dirait Yannick quand il mange avec les Sud-Africains. Oui. Ouais. Je me suis laissé dire qu'il y avait aussi un apéro tempête juste avant le dîner. Ah bon? Ça, tu J'étais verras là. peut-être pas le dîner. Voilà. Donc, Ah bon, profite, d'accord. profite bien. Bon, bah merci en tout cas, merci à tous les deux. On Salut. se retrouve au lendemain Merci. du match et on rappelle que ce match, il faut absolument le gagner parce que sinon, la semaine prochaine, il n'y a pas de quart de finale. Donc, grosse pression pour l'équipe de France qui va évidemment partira favorite, mais grosse pression malgré tout. Allez, ciao messieurs, bonne soirée, à après-demain. Merci. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Merci à tous. Ciao.